À nouveau, bienvenue à tous. Nous sommes connectés. Il y a un message déjà de Gaëtan là qui nous dit quoi? Nous vous entendons. Bon, bah, ça c'est Bien. déjà une bonne chose. Et logiquement, Gaëtan doit avoir également l'écran qui s'affiche au-delà du son qui passe. Donc bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui pour ce webinaire qui est le deuxième de l'année. Ça ne vous surprendra pas. On avait fait un précédent webinaire avec Monica de Virgilis sur le rôle des conseils d'administration dans la politique climatique. Là, nous rentrons dans quelque chose de plus micro. Hein, on descend dans l'examen du sujet et donc on a décidé aujourd'hui de faire un webinaire sur le bilan carbone, cet outil français qui fête, je crois, ses 20 ans cette année, mais dont probablement personne n'a véritablement ouvert le capot. Et on a la grande chance d'avoir avec nous Alain pour effectivement nous parler de tout ça. Donc, Amandine, c'est vous qui passez les slides. Juste, moi, je prends la parole pour une slide et après, je la laisse à Amandine et Alain Risbourg. Euh, est paru hier, je crois, ou quelque chose comme ça, le rapport annuel ou la lettre annuelle que Warren Buffett, qui est le milliardaire bien connu américain, le très très grand investisseur qui bat tous les indices boursiers depuis 50 ans, il a publié donc sa lettre annuelle et fait quand même notable. Je n'ai vu encore personne en parler à la radio ou dans la presse jusqu'à maintenant. C'est toujours un gros focus sur la bourse. Cette lettre annuelle mentionne 13 fois le mot de changement climatique. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Il y a peut-être des bonnes raisons à cela, puisqu'il est empêtré, lui aussi, malgré sa grande sagesse, dans des procès, notamment de sa filiale d'assurance Pacific Corp, suite aux feux de forêt considérables qu'il y a eu en Californie. Et donc, je vous invite à lire ce document, on fera un post là-dessus chez Axilia, il y a 13 mentions du changement climatique, et il dit que le changement climatique va poser des problèmes, que la réglementation qui est aussi là pour éviter ce changement climatique va encore rajouter de la complexité et il évoque très clairement une baisse des possibilités d'investissement. Il voit moins d'entreprises avec tous ces problèmes qui se mettent en place, qui se superposent. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ce bilan carbone qui a été pensé par un Français, hein, Jean-Marc Jancovici, rendons à César ce qui est à César il y a 20 ans, bah, ces impacts commencent à être visibles et même les plus grands financiers osent je dirais, en parler et de manière extrêmement circonstanciée. Dans le document de Warren Buffett, il y a une référence à l'accord de Paris, extrêmement précis, vous imaginez bien, ces gens-là ont creusé l'affaire. Voilà, c'était juste le fond d'écran, je dirais, ce qui se passe derrière tout ça. Et donc là, on va parler du bilan carbone, mais pendant quelques minutes, Amandine nous fait une présentation d'Axilia et pourquoi nous, on se pose ces questions-là beaucoup plus modestement que Warren Buffett. Amandine, je vous passe la parole et après, ça sera Alain pour une plongée dans le bilan carbone. Super. Axilia est un cabinet de conseil financier qui accompagne depuis 2005 des associations et des fondations dans la construction de solutions de finances responsables. Donc, fondé en 2005 et 35 ans d'expérience cumulée. Également, on est conseiller multi-impact sur de nombreux sujets tels que la microfinance, prêt à la transition et également le carbone, comme on va vous présenter juste après. Axilia est très actif dans la recherche. Nous présentons pas mal d'études par an que je vous laisse, que je vous invite à regarder sur notre blog. Également, Vincent et Ferdinand sont intervenants dans des masters de grandes écoles, AgroParisTech. Et Vincent donne une chronique sur BFM Business depuis 3 ans. Axilia est certifié B Corp. Ça a été un long process que j'ai fait pendant presque un an. Mais depuis l'année dernière, nous sommes certifiés B Corp. Ça a amené une raison d'être qui reprend 3 mots très importants pour Axilia. Transparence, sincérité et simplicité. L'équipe, je vais vous la présenter. Donc, vous avez vu Vincent, président et fondateur. Ferdinand va vous présenter juste après la méthodologie Score Carbone. Il est analyste ISR. Tous les deux sont conseillers financiers. Actuellement, nous avons 2 stagiaires, Léa et Jade, qui s'occupent des reporting clients, mais plus et également participent aux études. Et elles sont toutes les deux de Dauphine. Et également, nous avons Raphaël Barrier qui est développeur tech et Quentin André qui nous aide plus sur la partie scientifique.
et également moi-même, je suis un tech développeur. Axilia, Axilia, c'est un écosystème complet depuis 4 ans. En 2019, il y a eu la création de la méthodologie Score Carbone qu'on va vous présenter juste après. Et puis ensuite, en 2021, l'indice Vérité 40, l'indice qui reprend les 40 entreprises qui sont capables de payer leur facture carbone. En 2022, un lancement du certificat financier, donc un produit financier établi sur notre méthodologie Score Carbone. Et en 2023, donc très récemment en fin d'année, la création de notre site internet scorecarbone.com qu'on va également vous présenter à la fin de ce webinaire. Un écosystème complet et une méthodologie qui a été récompensée notamment par de nombreux prix chaque année. Et le dernier, ça a été une pépite, avec réussir avec un marketing responsable. Axilia est très engagé et notamment Axilia, depuis 2015, reverse 1% de son chiffre d'affaires aux associations. Donc l'année dernière et cette année, nous avons décidé de le reverser à EcoHabitat. EcoHabitat permet à des familles de rénover leur habitation. La plupart des personnes habitent dans des passoires thermiques et avec un budget alloué, cela permet de vivre dans un meilleur environnement. Je vais laisser maintenant Alain. Alain, je pense que je t'ai envoyé le bon lien et je t'invite à projeter le document si c'est OK pour toi. Alors, je vais faire du webinaire, ça doit être ça. Est-ce que c'est bon? Oui, il y a... Je vais arrêter mon partage. Ouais, il faut arrêter le partage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez le... Est-ce que vous Yes, voyez... c'est top. Si en bas, tu peux mettre grand écran et c'est parfait. Ok, Super. très bien. Donc voilà, l'idée c'est de partager un petit peu ce qu'est le bilan carbone. Donc bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir vous donner quelques éléments sur ce bilan carbone dont on entend parler en effet très périodiquement. Et merci à Axilia de m'avoir offert cette opportunité de vous en parler. Euh, voilà, je pense que vous récupérez les transparents à l'issue de cette présentation. Donc, voilà, vous saurez qui je suis. Je suis en 2 mots, je suis le fondateur d'un cabinet conseil RSE et transition écologique et nous réalisons notamment des bilans carbone. Alors, voilà, on va, dans mon intervention, 2 points. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? Et puis après, on finira avec un petit jeu où j'essaierai de vous faire deviner quelle entreprise ou quel type d'entreprise se cache derrière un bilan carbone. Qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? C'est une démarche d'entreprise qui a un double objectif. Le premier, c'est de mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise en question. Et la deuxième raison, le deuxième objectif, c'est de mettre en transition l'entreprise. Sans mesurer au préalable l'empreinte carbone, on ne peut pas savoir où il faut agir et où on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les avantages pour une entreprise sont multiples. Le premier de ces avantages, c'est de Pardon, pouvoir... Alain. Alain, je te coupe. Apparemment, nous n'avons pas la slide. On est toujours fixé sur la toute première slide d'annonce de ta intervention, mais on n'est pas passé apparemment à la numéro 8. alors, je On a un message. repartage l'écran peut-être. Tu fais bien de me le dire, Vincent. Est-ce que comme Voilà. ça... Parfait, Parfait. génial. Ok. Je reviens juste peut-être voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? Donc, comme je le disais il y a un instant, il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est de pouvoir mesurer l'empreinte.
carbone d'une entreprise, mais ça peut être aussi d'un territoire, ça peut être aussi d'un produit. Et pourquoi on mesure l'empreinte? Tout simplement parce que l'objectif derrière, c'est de réduire son empreinte et sans savoir où sont nos émissions de gaz à effet de serre, on va avoir du mal à agir et à mettre l'entreprise en transition. Pourquoi l'entreprise, quels sont les bénéfices pour l'entreprise donc de faire un bilan carbone? Le premier de ces bénéfices, c'est de réduire ses dépendances aux énergies fossiles. On l'a bien vu notamment avec la guerre en Ukraine, on l'a vu d'une autre manière avec le Golfe, enfin la mer Rouge, excusez-moi, qui est fermée à la navigation. Nos économies, nos entreprises sont très dépendantes aux énergies fossiles. C'est ça qui nous permet de vivre, de faire tourner, enfin de faire rouler des voitures, des véhicules, de faire tourner des machines, etc. Et donc, si on fait un bilan carbone, si on réduit ces émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie fossile, on va ainsi réduire nos dépendances en la matière. La deuxième objectif, c'est de pouvoir anticiper les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, l'objectif que nous nous sommes donné de passer à neutralité carbone en 2050. Voilà, donc dans ce monde post-carbone que l'on espère, vers lequel on va aller, il est important que l'entreprise puisse trouver une résilience, plus de résilience. Et là, c'est un deuxième objectif, un deuxième bénéfice pour l'entreprise de réaliser un bilan carbone. Et enfin, le troisième objectif, c'est de faire sa part, c'est pour l'entreprise de contribuer justement à l'atteinte de cette neutralité carbone. Donc, et l'objectif, ça va être de réduire significativement ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par significativement? Eh bien, c'est si on regarde l'objectif que la France s'est fixé donc, pour contribuer à la neutralité carbone, c'est la courbe de gauche. Cet objectif, il est décliné dans la stratégie nationale bas carbone. Depuis la dernière élection, donc, il y a maintenant un secrétariat général à la planification écologique qui vise à décliner quelque part ces objectifs de notre stratégie nationale dans des éléments plus concrets pour chacun des secteurs d'activité. Et donc, comme on voit sur ce transparent, bah, l'objectif pour 2030, c'est de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et c'est pour 2050 de réduire de 75% nos émissions de gaz à effet de serre. On voit bien au travers de ces pourcentages la hauteur de la marche qu'il nous faut collectivement gravir pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà, significativement, c'est respecter, enfin, que les entreprises soient alignées avec les objectifs de la SNBC et donc atteindre l'accord de Paris. Et c'est pas de mettre de la peinture verte sur nos activités, comme on le voit sur la partie droite de ce transparent. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va comptabiliser? Vous avez certainement entendu parler de scope, scope 1, 2 et 3. Les scopes 1 et 2, ce sont toutes les émissions liées à la consommation d'énergie, donc notamment les énergies fossiles, donc énergie primaire, mais également la consommation d'électricité, par exemple, ou de réseaux de chaleur ou de froid, qui sont ce qu'on appelle des énergies secondaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce scope 1 et 2, pour la très grande majorité des entreprises, ça représente peut-être 5% de son empreinte carbone. Les 95% ou les 90% restants, on va les trouver dans ce que l'on appelle le scope 3. Et vous en avez là le détail. C'est aussi bien donc le scope 3, ça va recouvrir tout ce qui est toutes les activités directes et induites de l'entreprise, celles sans lesquelles l'entreprise ne pourrait pas fonctionner. Pour vous donner un exemple très concret, l'entreprise sans ses collaborateurs ne pourrait pas exister, ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on va comptabiliser dans notre bilan carbone, dans ce scope 3, les déplacements domicile-travail des collaborateurs. On va également comptabiliser, par exemple, la restauration lors du repas du midi. Donc, voilà, de la même façon, on va comptabiliser dans ce scope 3 et dans notre bilan carbone toutes les
émissions liées au déplacement des clients ou des visiteurs. Sans clients, sans visiteurs, l'entreprise n'existerait pas. Donc voilà, on va comptabiliser tout ce qui est achat de biens et de services, tout ce qui est le fret associé à ces achats, tout ce qui est amortissement, donc que ce soit les bâtiments, que ce soit le parc informatique, que ce soit les flottes de véhicules ou les équipements. On va comptabiliser les déplacements professionnels, on va comptabiliser les déchets générés par l'activité de l'entreprise et enfin, on va comptabiliser les émissions liées à l'utilisation des produits et des services et à leur fin de vie. Et le fret, bien entendu, associé. Si l'entreprise ne vendait pas des produits, si ces produits n'avaient pas une fin de vie, donc en devant traiter des déchets, l'entreprise n'existerait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on comptabilise tout ça. Et pourquoi, en l'occurrence, comptabilise-t-on un périmètre aussi étendu? Ben, c'est très facile à comprendre. Voilà, un constructeur automobile, certes, il ne fabrique pas les pare-brises, mais la voiture ne roulerait pas ou il ne pourrait pas vendre une voiture si elle n'avait pas de pare-brise. Et ce qui veut dire que si demain la taxe carbone triple aux frontières de l'Europe, hein, comme c'est envisagé, si demain il y a une nouvelle, enfin, je dirais, des crises géopolitiques qui peuvent conduire à l'augmentation significative du prix du pétrole, eh bien, ça va impacter non seulement les coûts de notre constructeur automobile, mais également les coûts de son fournisseur de pare-brise. Et donc, notre constructeur automobile est bien dépendant des émissions de gaz à effet de serre, ou plutôt des activités et de la consommation d'énergie fossile par son sous-traitant. Donc, pour faire un bilan carbone utile, donc il faut que le périmètre de l'étude inclut bien l'ensemble des flux, des dépendances, des leviers directs et indirects. Il faut non pas collecter des euros ou des informations comptables, mais il faut compter des données d'activité. Donc, on va plutôt comptabiliser des litres de carburant plutôt qu'une facture d'achat d'essence à la pompe. Ça c'est extrêmement important, on ne va pas soustraire de mon bilan carbone les émissions que je vais éviter ou que je vais éviter chez mes clients par exemple, ou que je vais compenser par ailleurs. On sépare bien ces trois comptabilités là. Et notre objectif, bien entendu, comme on l'a dit, c'est de réduire nos émissions parce que si on ne réduit pas nos émissions et si on s'intéresse uniquement à de la compensation, il suffit que les arbres qu'on ait plantés brûlent pour se retrouver exactement au même point de départ. Et enfin, il peut être intéressant de faire une revue critique. Les méthodes de comptabilisation carbone sont encore très variables d'un cabinet conseil carbone à un autre, d'où l'importance. Et puis, bien entendu, il faut derrière faire un plan de transition qui soit aligné sur mes objectifs de réduction sur l'accord de Paris. Que dit la loi par rapport pour les entreprises par rapport au bilan carbone? La première chose, c'est toutes les entreprises soumises à DPEF, aujourd'hui soumises à CSRD, donc depuis le début de cette année, doivent réaliser leur bilan carbone tous les 4 ans et ça sur le scope 3. En ce qui concerne les PME, donc les sous-traitants quelque part de ces grands donneurs d'ordre, ça deviendra obligatoire l'année prochaine au travers de la CSRD qui sera étendue aux entreprises de plus de 250 collaborateurs. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un accompagnement financier extrêmement intéressant donc par la BPI qui permet de réaliser un bilan carbone pour une somme très modique, donc qui met cet exercice-là à disposition enfin à portée plutôt de toutes les PME. Et donc quelque part pour ces PME de répondre aux attentes de leurs donneurs d'ordre. Et également réduire leur dépendance, comme on l'a dit, aux énergies fossiles. Voilà pour un peu cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu maintenant et d'essayer de deviner quelle entreprise ou quel type d'entreprise se cache derrière un bilan carbone que je vais vous présenter. Donc, on a 4 entreprises ici. On a un commerce de gros électronique, on a une entreprise de presse quotidienne régionale, on a le musée pour la mémoire des soldats canadiens de la Seconde Guerre mondiale et on a un établissement d'enseignement supérieur. Donc, l'idée, ce que je vous propose, c'est de mettre vos réponses dans le chat, savoir si vous avez la bonne réponse.
Donc voilà, donc notre premier bilan carbone, c'est celui-ci. On voit qu'il y a le premier poste, ce qui est en vert sur ce bilan, c'est le transport des visiteurs et des clients. Le deuxième poste en bleu, ce sont les achats de produits et de services de notre entreprise. Alors laquelle de nos 4 entreprises est-elle la bonne? Je vois deux réponses, le musée. Vous avez en effet tout à fait raison. Notre première entreprise, c'est en effet ce musée, ce mémorial, donc aux soldats canadiens de la Deuxième Guerre mondiale. On peut imaginer que énormément de personnes qui viennent visiter ce musée, qui viennent se recueillir sur les tombes des soldats tombés, viennent en avion du Canada, d'où l'empreinte en effet très forte de cette entreprise en matière de déplacement visiteurs et clients. Deuxième entreprise, donc il nous reste commerce de gros électronique, presse quotidienne régionale, établissement d'enseignement supérieur. Le premier poste, là, à peu près la moitié, c'est les achats de produits et de services. Et le deuxième poste, pour à peu près un tiers, ce sont les transports de marchandises amont et aval. Proposé électronique, est-ce qu'il y a d'autres propositions de commerce de gros, presse quotidienne régionale? Eh bien, en effet, c'est bien notre presse quotidienne régionale. Premier poste, ce sont les achats de papier, disons, pour éditer nos journaux. Et le deuxième poste, c'est la distribution donc, de ces journaux vers les kiosques, etc. Et le troisième poste, c'est la fin de vie des produits. C'est donc en l'occurrence la fin de vie des journaux, qui soient invendus ou qu'ils aient été achetés par un lecteur. Troisième bilan, troisième entreprise. Il nous reste commerce de gros, établissement d'enseignement supérieur. Et là, on a une entreprise dont le premier poste était le transport des visiteurs et des clients. Le deuxième, les achats de produits ou de services. Et le troisième, les déplacements professionnels. Une réponse sur l'enseignement, j'ai une deuxième réponse sur l'enseignement. Il y a à peu près un consensus sur notre école de commerce. Premier poste, ce sont les déplacements des étudiants, que ceux-ci viennent sur le campus à Paris, en l'occurrence, c'est Grenoble École de Management, donc sur le campus à Grenoble, ou qui viennent sur d'autres sites dans le monde. Voilà, c'est tous les déplacements des étudiants liés à leurs études. C'est les achats, bien entendu, qui est un poste important. Le troisième poste, c'est les déplacements professionnels. Donc, en l'occurrence, ce sont principalement les déplacements des enseignants, éventuellement d'un site de l'école à un autre site, ou bien dans leurs interventions professionnelles. Et puis, le quatrième poste, ce sont les immobilisations, les bâtiments. La dernière réponse, elle va être relativement simple. Commerce de gros électronique, donc avec un premier poste, 3/4, c'est achat de produits et de services. Donc, il achète des produits qu'il va revendre. Et puis, c'est de l'électronique, donc ce sont des produits qui vont consommer de l'électricité. Cet acteur vend beaucoup en Afrique où l'électricité est très carbonée, d'où l'importance de ce poste, à peu près un quart de leurs émissions liées à l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les équipements. J'en ai fini pour ma part. Il y a peut-être quelques questions. Merci beaucoup Alain, c'était super intéressant. Justement, je pensais prendre les questions à la fin. On a prévu un temps questions-réponses juste à la fin. Donc, je pense que si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on y répondra juste après. Amandine, moi je suis désolé, mais je pense on peut prendre peut-être les questions spécifiquement sur ce sujet parce qu'on va Ok. basculer sur un peu autre chose. Ça a du sens en général, mais là, je pense qu'il y a peut-être des questions très très spécifiques sur le bilan carbone. On n'en reparlera pas avec l'exposé de Ferdinand, donc peut-être que on peut en prendre Ok. quelques-unes. Peut-être que l'exposé de Ferdinand en générera d'autres également, mais voilà quoi. Donc s'il y a quelques questions très techniques sur le bilan carbone, on veut bien les prendre. Alors, j'en vois une dans le chat, je ne sais pas s'il y en aura Ouais. d'autres.
La question, c'est quid du scope 4, donc les émissions carbone évitées. Et je les ai Ouais. évoquées tout à l'heure en disant qu'on ne retirait pas les émissions dites évitées, le scope 4, des émissions générées, donc qui sont nos scopes 1 à 3, comme on l'a dit il y a un instant. Euh, Ça ne veut pas dire, donc voilà, le fait de ne pas les soustraire ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, aider ses clients à réduire ces émissions carbone. Prendre un exemple de ce qu'on appelle le scope 4 ou les émissions carbone évitées. Je suis un fabricant de vélos. Je vends donc des vélos à mes clients qui vont se substituer à l'utilisation de la voiture. Donc, je vais ainsi permettre à mes clients de réduire leurs émissions. Donc, c'est ça qu'on appelle le scope 4, c'est ça qu'on appelle les émissions carbone évitées. Par contre, donc, il est important d'y travailler, bien entendu, parce que ça contribue globalement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de mes clients et donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça leur permet également de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. De la même façon, s'ils utilisent un vélo plutôt qu'une voiture, eh bien, si le prix de l'essence augmente, leur dépendance sera réduite. Mais par contre, on n'ira pas soustraire ce scope 4 des 3 autres premiers scopes qui sont la mesure des émissions générées. Ça, c'est important, ça. Bonjour, j'ai une question, je vous la pose à l'oral directement. Bravo. Concernant le scope 3, la question que je me pose souvent, c'est quand est-ce qu'on s'arrête de compter? C'est-à-dire, là, vous donniez l'exemple du constructeur automobile qui compte du coup dans son scope 3 les émissions du fournisseur de pare-brise. Ce fournisseur lui-même, il a des propres fournisseurs quand il fabrique son pare-brise, le sable, les appareils qui chauffent pour produire le verre, etc. On pourrait continuer un peu indéfiniment à compter les émissions carbone aussi des propres fournisseurs du fournisseur, etc. etc. Comment on sait à quel endroit on s'arrête, notamment pour ne pas comptabiliser trop ou plusieurs fois les mêmes émissions? Eh bien, on remonte le plus loin possible. Donc, dans le cas de notre fabricant automobile, notre constructeur automobile, on va compter, donc bien entendu, le pare-brise, mais derrière le pare-brise, il y a le silicium qui aura été extrait, par exemple. Et donc, si notre fournisseur de pare-brise est capable de me donner le poids carbone du pare-brise qu'il me vend, le poids carbone de ce pare-brise intégrera le silicium, enfin tout au moins les émissions liées au silicium de ce pare-brise. Pourquoi on remonte aussi loin? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'on est dépendant, bien entendu, du silicium. On a besoin du silicium pour fabriquer notre pare-brise, pour construire notre automobile. Et donc, on va intégrer ça dans notre bilan. Il est important que la société qui extrait le silicium réduise également ses émissions de gaz à effet de serre. Et j'en tire parti. Alors, derrière la question, il y a peut-être par contre le cumul du bilan carbone du constructeur automobile et du fabricant de pare-brise. Je dirais le cumul de 2 bilans carbone n'a pas d'intérêt. On fera pas en effet la somme du bilan carbone du constructeur et celle du fabricant de pare-brise. Pourquoi elle n'a pas d'intérêt? J'irai faire un bilan carbone, si on revient bien aux objectifs et aux bénéfices, c'est de réduire mes émissions pour réduire mes dépendances, pour devenir résilient. Donc, ça implique celle enfin voilà, ça intègre l'ensemble de mes activités. Mon fabricant de pare-brise, il va faire son propre bilan carbone. Il va comptabiliser d'ailleurs les émissions du constructeur automobile dans les produits vendus. Et il est important que et l'un et l'autre réduisent leurs émissions. C'est un bénéfice partagé et pour l'un et pour l'autre. Le seul contexte où quelque part ce cumul on peut se poser la question du cumul, c'est typiquement une société d'investissement. J'ai dans mon portefeuille et le constructeur automobile et le fabricant de pare-brise. Et donc, quand je comptabilise le poids carbone de mon portefeuille, en effet, je ne vais pas là, par contre, dupliquer enfin, je ne vais pas faire la somme des deux bilans carbone. Je vais retraiter les données de l'un et de l'autre. Ok. S'il y a une autre question, sinon, parce que Ferdinand, il a un exemple justement qui va éclairer tout ça aussi. Donc, s'il y a une question technique parmi celles qui s'affichent là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu en lien avec ce que tu viens de dire, Alain? Accès et fiabilité des données utiles pour effectuer un bilan carbone. Où est-ce que tu trouves les infos
tu vas chercher où, tu ouvres quelle armoire? Alors, les données, les infos, enfin, pour comptabiliser le bilan carbone, donc on prend une donnée d'activité qu'on multiplie par ce qu'on appelle un facteur d'émission, et ça nous donne des émissions de gaz à effet de serre. Ce facteur d'émission, il se trouve dans ce qu'on appelle la base empreinte, anciennement la base carbone, mais tout ne se trouve pas dans cette base carbone. On peut aller chercher des facteurs d'émission ailleurs, dans d'autres outils, des bases d'inventaire de cycle de vie, enfin, d'ACV, etc., etc. On peut aller interroger un fournisseur qui aurait, lui, calculé le poids carbone de ses produits. Voilà, ça c'est le travail de la personne qui réalise le bilan carbone, d'aller chercher l'information ad hoc pour que ce bilan carbone soit le plus représentatif possible des émissions de l'entreprise. D'accord. Et la base carbone dont tu parles, là, Alain, où est-ce qu'on y a accès publiquement, ou il faut avoir des codes, Non, c'est non, réservé à des spécialistes? elle est accessible à tout le monde. Vous la trouverez sur un site qui s'appelle Bilan. Enfin, soit vous cherchez base empreinte, soit vous cherchez Bilan GES. Et donc, c'est les deux faces d'un même site, hein. Vous arriverez au même endroit. D'un côté, vous pouvez consulter les bilans carbone publiés par des entreprises, éventuellement de multiples bilans carbone, hein, pour des entreprises qui auraient fait 2 ou 3 fois l'exercice. Et vous trouverez également les facteurs d'émission dont je parlais il y a un instant. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. Pour compléter par rapport à ce que demandait Jérôme Callot, il l'a dit, Alain, c'est notamment ce qui s'est passé en 2022 en Ukraine. Quand ça explose comme ça, quand on est vraiment sur la queue de distribution, c'est là où on voit les impacts et c'est là où on voit toute la légitimité de s'intéresser à la chaîne de valeur de la voiture jusqu'au pare-brise au silicium, parce qu'il peut y avoir des effets complètement de boule de neige et de domino. Et ça, nous, on a considéré que c'était on ne peut plus encore perceptible quand on mettait des euros à la place des tonnes de CO2. Et donc, je vais passer la parole à Ferdinand Raffi, qui est l'analyste ISR d'Axilia, qui donc travaille sur tous ces sujets de monétisation du carbone, comme si il fallait payer les dégâts à tout moment dans la comptabilité. Et vous allez voir que ça devient un peu plus précis que simplement un événement qui arrive, on espère, le moins souvent possible, comme ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ferdinand, à vous. Merci Vincent. Bonjour à tous. Ravi de participer. Donc oui, comme l'a dit Vincent, je vais vous présenter un petit peu le score carbone, comment ça fonctionne. Et puis après, je montrerai l'intérêt justement, après avoir calculé un bilan carbone, du score carbone qui va donner finalement une bonne idée de d'où en est l'entreprise sur cet aspect-là. Donc le Ferdinand, score... Oui, juste pour dire qu'il y aura encore des questions, il y aura encore un temps de questions, oui, hein, après votre intervention. Donc, les gens pourront poser des questions et à Alain et à vous-même. Donc, mais là, on bien est sûr. focus sur l'aspect monétisation de tous ces flux dont a parlé parfaitement Alain. Donc, merci Vincent. Oui, donc au niveau de notre score carbone, donc nous, on est parti maintenant depuis 2019 sur l'idée des externalités. Finalement, on voulait valoriser ces externalités négatives liées au carbone. Alors, ça a été un long process, on en est arrivé là après multiples réflexions, mais l'idée est partie de là. C'est-à-dire que voilà, l'entreprise payait ses fournisseurs, ses salariés, l'État par des taxes et des impôts, mais finalement ne payait pas la facture carbone. Donc finalement, l'externalité négative liée au gaz à effet de serre qu'elle émettait. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passerait finalement si l'entreprise devait payer une facture carbone? Donc, comme vous le savez, pour une facture, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une quantité et d'un prix. Donc, au niveau de la quantité, on est parti dès 2019 sur les 3 scopes d'émissions. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'Alain a fait un super exposé dessus. Donc, nous, et surtout de l'importance du scope 3. C'est vrai que quand on a commencé en 2019, la scope 3 posait question, hein. Les gens disaient que c'était très compliqué à calculer, mais on a quand même, on a continué de penser que le scope 3 était indispensable, sachant qu'il représentait quand même 80% du problème. Et à partir du moment où on avait les émissions de gaz à effet de serre gaz à effet de serre de l'entreprise, on allait les multiplier donc par un prix. Et ce prix, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi eu des questionnements au début, hein. On a dit, bon, on va prendre le prix qui est sur les marchés européens. Aujourd'hui, il y a un prix des quotas européens. Mais à l'époque, pareil, en 2019, le prix était à 20 euros, 20, 30 euros. Et on a tout de suite compris que c'était pas du tout finalement le coût l'impact finalement d'une tonne de CO2 sur la planète. Donc, on est allé voir au niveau du côté du GIEC, le rapport du GIEC 2018 1.5 qui finalement nous donne un prix du carbone. Beaucoup d'économistes du climat ont travaillé sur l'impact d'une tonne de CO2 sur la planète. Et en faisant une moyenne de tous ces prix, le GIEC a
nous a donné un prix autour de 100 € en 2019. Ce prix augmente de 6% par an. Et donc, aujourd'hui, pour les émissions émises en 2023, on est autour d'un prix de 134 €. Alors, le prix augmente tous les ans. Ça dépend aussi de l'année où vous avez fait votre bilan carbone. Mais si le bilan carbone a été fait sur l'année, par exemple, 2023, donc l'année dernière, on est à un prix de 134 €. Donc, on avait nos émissions, 1, 2, 3, scope 1, 2 et 3. On avait notre prix donc à 134 €. On multiplie les deux ensemble pour obtenir la facture carbone. Et à partir de là, on va aller déduire cette facture carbone à l'EBITDA pour obtenir un EBITDA ajusté du carbone. Et plus concrètement, on a un exemple très clair ici. Donc, on a deux entreprises, une entreprise A, une entreprise B. On part donc de l'EBITDA des entreprises, donc de résultats d'exploitation. Les deux entreprises ont le même EBITDA. On a leur tonne de CO2. L'entreprise A va émettre 1 tonne, l'entreprise B en émet 10. Et on va multiplier donc ces tonnes par le prix du CO2. Alors, on a pris 100 juste pour faciliter la lecture. Donc, 100 € de facture carbone pour l'entreprise A, 1100 € pour l'entreprise B, et on va tout simplement aller donc déduire cette facture carbone à l'EBITDA pour obtenir l'EBITDA ajusté du carbone. Pour nous, l'EBITDA ajusté du carbone, c'est vraiment le cœur de la bombe. Ça donne une information très rapide, finalement, ça donne une nouvelle métrique financière, un nouveau indicateur financier qui prend en compte l'impact de l'entreprise sur la planète et qui mélange financier et extra-financier ensemble. Donc, à partir de cet EBITDA ajusté du carbone pour l'entreprise A qui sera positif à 900, au contraire de l'entreprise B qui sera négatif, on va déterminer un risque carbone, donc le pourcentage de la facture carbone dans l'EBITDA. Donc, le risque carbone de l'entreprise A, il est de 10%, donc la facture représente 10% de l'EBITDA. Au contraire, sur l'entreprise D, il est supérieur à 100. L'entreprise n'est pas capable de payer sa facture carbone, donc le risque carbone sera de 110%. Et à partir de là, encore une fois, on va encore simplifier la lecture et donner un score carbone qui permet voilà, d'apporter une petite vision voilà, assez rapide. Est-ce que l'entreprise, avec son score, est capable de payer? Donc là, les scores positifs, donc les scores ABC que vous voyez à droite, c'est les entreprises qui vont être capables de payer leur facture carbone, donc ils vont avoir un risque carbone euh, inférieur à 100 et un EBITDA ajusté positif. Et à l'inverse, les entreprises incapables de payer leur facture carbone vont avoir un score négatif, donc un score de D, E et F. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, plus on a un score plus on se rapproche de F, plus notre risque carbone est important et l'impact de la facture carbone est forte et donc l'entreprise est dépendante du carbone. On a aussi un autre score, c'est le score de ND, le score non disponible, qui est finalement le pire score de tous, c'est le score des entreprises qui ne publient pas leurs émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur scope ou les entreprises qui ne publient pas, ou les entreprises où il y a des incohérences. Aujourd'hui, encore une fois, il y a certaines entreprises qui publient des bilans carbone où on oublie une partie des émissions. On pense par exemple au secteur bancaire qui ne publie pas aujourd'hui encore toutes les émissions liées à leur financement, investissement. Aussi dans le secteur de l'hôtellerie, le déplacement des clients qui est un vrai enjeu dans ce secteur-là, qui n'est pas toujours pris en compte. Et quand on voit ces incohérences comme ça, on va mettre un score de ND pour montrer voilà, qu'il y a un manque de transparence. Et voilà, donc c'est vraiment on appelle chaque SIA pour nous, c'est vraiment le pire score. Mieux vaut avoir un score de F qu'un score de ND. Voilà. Donc ça, c'est le score carbone. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on l'a fait sur le CAC 40, hein, sur des entreprises de grande taille, hein. L'avantage de la méthodologie, c'est qu'on peut vraiment l'appliquer à tout type d'entreprise, hein. Il nous faut juste un bilan carbone et un résultat d'exploitation. Ça, toute entreprise peut l'avoir. Donc, je pense que le chiffre vraiment à retenir, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux n'est pas capable de payer sa facture carbone, hein. C'est un peu le même constat qu'on retrouve un peu partout dans tous les univers, un peu dans tous les univers, que ce soit en France ou en Europe ou dans le monde entier. Beaucoup de A, hein, beaucoup de score carbone de A. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises finalement qui ont une très faible dépendance au carbone, hein, voilà, qui sont dans le secteur de la santé, de la technologie, où finalement l'impact carbone est assez faible et vont être peu impactés. Et puis après, ça dépend des secteurs d'activité. On voit voilà, qu'il y a en France 10% des entreprises qui ont un score de ND qui ne sont pas transparentes, dont j'en ai parlé, c'est le secteur bancaire. Et puis, voilà, une trentaine de pourcents d'entreprises qui ont des scores de F et de E, qui sont donc des entreprises incapables de payer. Donc voilà, donc ça c'est un peu le résultat. En plus de tout ça, on a aussi lancé le score carbone dynamique, le score carbone dynamique 2030. On l'appelle 2030, mais on pourrait faire un score carbone sur toute année, mais c'est 2030 un peu l'année de référence, hein, de toutes les stratégies de réduction de gaz à effet de serre des entreprises. Et quelle est l'idée à partir de là? C'est de valoriser finalement les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises, parce que notre score, on va dire, il est bien, il est intéressant à l'instant T, mais il n'évalue pas finalement les engagements des entreprises. Ça veut dire qu'une entreprise qui pourrait être considérée dans un secteur
qui n'est pas favorable finalement, c'est-à-dire un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre naturellement, voilà, il faut aussi lui laisser une chance de se dire, bon bah oui, je suis dans le mauvais secteur, mais je fais tout pour réduire mon carbone, mes émissions de carbone. Donc ça, on a voulu on a voulu le valoriser, et pour ça, donc on a créé le score carbone dynamique, on a pris donc les engagements de réduction des entreprises d'ici 2030. Par exemple, si l'entreprise nous dit qu'elle va réduire de 30% ses gaz à effet de serre d'ici 2030, on va prendre son empreinte carbone actuelle, on va la réduire de 30%. On va multiplier par le prix de la tonne qui est donné en 2030, donc c'est autour de 200 €, et on va refaire donc finalement un calcul en prenant les consensus d'EBITDA des analystes Standard & Poor's pour établir une nouvelle facture carbone et un nouveau finalement EBITDA ajusté du carbone et voir qu'est-ce qui se passe par rapport à l'entreprise. Ça permet de faire revenir les entreprises, mais ça permet aussi de voir des entreprises qui, au contraire, ont des bons scores aujourd'hui, mais qui ne font pas suffisamment d'efforts par rapport à l'augmentation du prix de la tonne de CO2, qui augmente très, très rapidement, autour de 6% par an, qui finalement correspond un peu à la diminution nécessaire de nos émissions d'ici 2030 annuellement. Et donc, ça permet vraiment de donner une image d'un peu de la trajectoire des entreprises et voilà, de valoriser finalement les bons élèves, ceux qui font vraiment des efforts. Je précise dernière chose, évidemment aujourd'hui il y a un sujet sur les engagements, les entreprises pourraient un peu, on fait entre guillemets confiance aux entreprises, elles pourraient nous dire qu'elles réduisent de 30% sans vraiment avoir un vrai plan de transition par rapport à ça. C'est pour ça qu'on se base beaucoup sur la SBTI, encore une fois, on aime faire valider par la science chez Axia, pour nous c'est très important, c'est pour ça qu'on prend le Science Based Target Initiative, donc on prend uniquement les engagements des entreprises qui sont validés par la SBTI. Voilà. Donc ça, c'est pour nous très important. Donc voilà le score carbone dynamique qui permet de faire revenir quelques acteurs, même si on l'a vu par rapport grâce à pas mal de calculs qu'on a fait que il y a peu d'entreprises finalement qui ont des vraies trajectoires de réduction qui sont alignées avec l'accord de Paris. Voilà, donc ça, c'est le score carbone dynamique. Donc par rapport à tout ça, donc on a lancé nos travaux en 2019. On a vraiment eu un retour très positif, que ce soit des scientifiques. Donc à gauche, vous voyez par exemple François Gémen et Christian Gaulier, donc deux économistes du climat ou scientifiques qui travaillent au GIEC, qui sont co-auteurs du GIEC, qui ont apprécié notre méthodologie. Pourquoi? Parce que finalement, on se base beaucoup sur la science. On prend les émissions de gaz à effet de serre qui sont quand même aujourd'hui, même s'il y a encore des limites, globalement mesurable, c'est quelque chose de fiable. Aujourd'hui, le l'ESG, comme on connaît, a beaucoup de critères qui ne sont pas vraiment factuels. C'est un peu, ça dépend des secteurs, des activités. Donc voilà, donc on est basé là-dessus. Ça a été beaucoup apprécié. À côté des entreprises aussi, Hélène Valade, qui a été une des premières personnes à nous soutenir du côté des entreprises dès 2019, 2020 pour être plus précis, qui a aimé ce fait que c'était aussi un modèle simple, que tout le monde pouvait comprendre et aussi qui reposait sur des choses mesurables. Et puis aussi, on est assez surpris, on a aussi eu beaucoup de retours d'universitaires dans les universités, de profs qui utilisent justement le score carbone dans leurs cours parce qu'ils trouvent que c'est un formidable outil pédagogique pour justement faire comprendre de l'impact d'une entreprise sur la planète quand on valorise ces émissions, quel va être son impact finalement en euros. Voilà, donc ça, c'est nos soutiens. Et puis, côté des entreprises aussi, c'est finalement notre premier objectif, c'est de faire changer aujourd'hui la finance, c'est-à-dire que les entreprises communiquent sur de nouveaux indicateurs qui sont finalement plus pertinents, qui prennent en compte que demain, la planète se réchauffe et qu'il va falloir à un moment vraiment que la finance, que les indicateurs financiers prennent en compte cet aspect-là. Donc, pour nous, c'est notre objectif, c'est un vrai objectif pour nous, c'est de faire changer la finance de l'intérieur en publiant de nouveaux indicateurs, d'où l'EBITDA ajusté du carbone. Et quelques entreprises commencent à prendre le pas. Alors là, on a vu Getlink l'année dernière qui a été pionnière, a publié un premier EBITDA ajusté du carbone dans son DU 2022, qui répétera l'exercice cette année parce que le retour a été très positif. On a d'autres entreprises un peu plus petites comme Thermardor Group qui a aussi justement valorisé cette tonne de CO2 pour montrer finalement l'impact que pourrait avoir une tarification du carbone. Et à gauche, j'avais d'autres entreprises qui sont encore allées qui sont allées moins loin, mais qui commencent justement à communiquer sur cet indicateur, à parler justement de l'impact que pourrait avoir une tarification du carbone ou tout simplement de l'impact de leur externalité négative liée au carbone. On a eu la chance, il y a quelques semaines, d'avoir un nouveau partenariat avec Bouygues qui communiquera dans son DU 2023, dans quelques semaines, leur score carbone et leur EBITDA ajusté du carbone. Donc, on voit que maintenant, il y a quand même des grands groupes qui commencent à le publier. Et pour nous, c'est très important. Alors, la question, c'est finalement, pourquoi calculer un score carbone? Quel est l'intérêt finalement, après avoir fait un bilan carbone, de calculer un score carbone? Parce qu'on pense que ça permet vraiment de bien compléter finalement le bilan carbone et de donner un peu une image, on va dire, simple et pilotable
de l'outil, du bilan carbone, parce qu'un bilan carbone, c'est bien, mais il faut aussi après savoir l'interpréter. Et nous, on pense que l'EBITDA ajusté du carbone permet vraiment de bien évaluer finalement les efforts présents et futurs de l'entreprise. C'est un indicateur simple, compréhensible par tous, et qui permet de rassembler autour d'un même indicateur performance financière et extra-financière. Et ça, on le constate de plus en plus, que ça soit en interne au niveau des employés, mais aussi nous en communication externe, les gens comprennent, adhèrent à cette méthodologie, adhèrent à cet indicateur parce que il est simple, les gens comprennent et ils donnent finalement une bonne image de l'entreprise. Voilà, est-ce que mon entreprise est finalement viable dans un monde où le carbone a un coût, a un impact? Voilà. Et puis finalement, avec tous ces travaux-là, on a lancé notre outil Score Carbone qui permet vraiment de suivre cet indicateur dans le temps, dans la durée, et qui peut même aller encore plus loin, être un formidable outil, par exemple, pour faire de la rémunération de dirigeants. Au lieu de, par exemple, baser une rémunération uniquement sur un EBITDA pur, pourquoi pas faire une rémunération basée sur un EBITDA ajusté du carbone où l'aspect financier, mais aussi extra-financier, serait dans un même indicateur. Donc voilà pourquoi l'intérêt aussi d'utiliser, alors cet indicateur, et encore une fois, ça s'applique à des grandes entreprises, mais aussi à des petites qui viennent de faire un bilan carbone, parce que ça donne une image très rapide. Encore plus loin, il y a aussi l'intérêt à terme du prix interne du carbone. Notre outil aussi et notre méthodologie permet de mettre en avant l'importance d'un prix interne du carbone dans le processus décisionnel de l'entreprise. On sait dans quelques années, dès qu'il y aura de nouveaux projets, quand on lance un nouveau projet, et c'est même le cas déjà pour pas mal de projets, il faut prendre en compte l'impact qu'aurait la tarification du carbone sur ce projet. Et notre outil le prend en compte selon différents prix du carbone, différents scénarios de prix du carbone. Et voilà, et ça permet d'avoir un tableau de bord complet qui expose toutes les hypothèses formulées pour déterminer les prix, les sources, parce que aussi aujourd'hui il y a beaucoup de prix du carbone différents. Et nous, en se basant sur le GIEC, on a une source quand même qui est assez fiable. On a fait beaucoup de recherches. Quentin André, qui a travaillé avec nous, nous a vraiment beaucoup accompagnés justement pour trouver le prix du carbone qui est finalement le plus fiable possible et qui permet d'accompagner les entreprises avec un prix qui est cohérent et qui valorise vraiment bien la tonne de CO2. Et puis le dernier aspect, qui est finalement l'aspect le plus important, c'est Dernier aspect, l'impact. Ferdinand, on va se donner du temps Ouais, pour les ouais. questions. Dernier aspect. Merci. Oui, c'est sur les risques de transition, l'impact finalement aussi de la tarification du carbone, mais aussi l'impact des changements de comportement des consommateurs. Ça aussi, ça va avoir un vrai impact sur les entreprises et c'est important de le valoriser en euros, après avoir calculé un bilan carbone, de valoriser l'impact que pourrait avoir la tarification, le changement de comportement des consommateurs. Donc voilà, donc ça permet d'identifier les risques que peut avoir dans la chaîne de valeur. Là, on voit par exemple toutes les catégories du scope 3, quelles sont finalement mes catégories qui posent question selon mon secteur d'activité. Et on peut aussi aller se comparer avec les compétiteurs pour vraiment aller voir où se posent les questions. Donc voilà, donc là, c'est tout l'intérêt de la méthodologie, qu'on soit au début de l'histoire où on veut juste déjà calculer un EBITDA ajusté du carbone, ou un peu plus loin dans l'histoire où on veut vraiment se comparer, identifier des fournisseurs, évaluer nos produits, et aussi répondre à la CSRD. 50% des exigences carbone de la CSRD peuvent être répondues grâce à notre outil. Voilà, donc au niveau des offres, on en a 3. On a une offre justement début gratuite qui permet à toute entreprise qui vient d'avoir un bilan carbone de calculer son score carbone Axia, de voir où ils en sont. Pour aller plus loin, une offre essentielle qui permet de calculer, certifier son EBITDA ajusté et de le suivre et de voir déjà de prendre des décisions par rapport à celui-là. Et la dernière étape, l'offre experte qui permet d'avoir un site internet qui permet de vraiment faire du decision making par rapport à un prix du carbone. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère avoir été clair et je suis très heureux de répondre aux questions. Parfait. Merci Ferdinand. Il nous reste 10 minutes, mais ceux qui veulent déborder, on débordera. En tout cas, il y a des questions. Comment on fait? Peut-être que les gens peuvent les poser ou on les lit. Alain, est-ce que tu en as vu à laquelle tu penses ne pas avoir répondu? Je ne crois pas, je les reparcours, Il y en mais avait une sur l'international. C'est Éric Villepreux qui nous demandait qui est habilité à vérifier sur l'international les déclarations des tiers. Oui, effectivement, c'est une bonne question. alors il y a à l'international, il y a la SBTI que tu évoquais tout à l'heure, Vincent, qui lui vise à non pas en tant que tel faire la revue critique d'un bilan carbone, mais qui vise à s'assurer que les trajectoires de décarbonation des entreprises partagées sur le SBTI sont bien réalistes, basées sur la science.
Alors, attention néanmoins, voilà, publier sa trajectoire, communiquer dessus, et si derrière on ne fait rien, on risque d'être rattrapé par la police. Le SBTI vient de publier une clarification à ce sujet-là, assez forte, parce qu'un certain nombre d'entreprises, voilà, se disaient vertueuses, ayant une trajectoire crédible, qui peut être validée dans un premier temps, mais non respectée dans un deuxième. Mais concrètement, Alain, tu parlais du fabricant de pare-brise, là, s'il est basé en Chine, tu vas chercher où les infos? Est-ce qu'il te donne? Est-ce que tu prends ça pour argent comptant ou Ah, comment ça se excuse-moi, passe? je n'avais pas compris la question comme ça. Sur, je dirais dans la base empreinte que j'évoquais, il y a un certain nombre de données qui peuvent exister, notamment sur l'électricité, etc., mais ce n'est pas très complet. Il y a d'autres bases, enfin d'autres équivalents dans d'autres pays. Je pense en particulier en Angleterre, je pense en particulier aux États-Unis. Je n'ai pas eu le cas encore de données venant de Chine, mais je pense que alors ça, c'est le travail en effet du cabinet Conseil Carbone de trouver la bonne information qui soit fiable et s'assurer que le bilan soit le plus fidèle possible à la réalité des émissions. Très bien. Et alors, comment tu traites le sujet des doubles comptages entre les filiales d'un même groupe? Alors, on l'évoquait tout à l'heure Mario. en parlant d'un fonds d'investissement. Donc, en effet, au sein d'un même groupe, on ne va pas forcément faire le bilan carbone de chacune des structures. Enfin, tout au moins, on va le faire, mais justement en dédoublonnant et en évitant de compter deux fois la même chose. Très bien. J'ai l'impression qu'ensuite, les questions étaient plus pour Ferdinand. Mario qui nous remercie. Ferdinand, vous les avez, les questions, ou je vous les pose? Non? Comment on fait? Oui, oui, je les vois, je peux y répondre. Il y en a une première. euh, Il y avait une question de Samsung, Samsung SM S92 6B, qui nous demandait: oui, pourriez-vous fournir plus de détails sur la slide concernant les externalités? Euh, Est-ce que ça, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? après, ça dépend. S'il faut faire un travail, enfin, au niveau des externalités négatives, on a beaucoup travaillé, mais c'est vrai que ce serait un peu long d'expliquer toute la Ouais. question des externalités négatives. Mais on serait très heureux euh, d'en faire de vous envoyer quelques documents là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, les externalités négatives sont un vrai sujet. C'est là-dessus qu'on a commencé. Évidemment, il y a beaucoup de différentes externalités négatives, hein. Pourquoi le carbone? Bah, parce que c'est finalement la seule aujourd'hui où il y a des données fiables. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Voilà, et qu'il faut, voilà. Pour nous, c'est important de les valoriser. On a commencé par le carbone, mais à terme, Mais l'idéal, c'est c'est très dans. juste, hein. Ferdinand, c'est très juste. Il y a des externalités sociales. Oui, par Un exemple. Ouais. salarié qui n'est pas assez payé par rapport au coût de la vie de là où il travaille, bah, ça peut éventuellement l'amener effectivement à vivre dans des conditions précaires. Bon, on a tous des histoires malheureusement de salariés qui couchent dans leur voiture, hein, c'est epsilon, mais ça existe. Et ça, c'est souvent lié à un problème effectivement de pouvoir d'achat. C'est une externalité. Le fait que le client, enfin que le salarié est en mauvaise santé, n'a pas des conditions de bien-être. Et une fois que j'ai dit ça, on mesure la complexité de l'identification du problème, d'accès aux statistiques et de mesure de l'externalité qui pénalise le salarié en question. Mais il y a des externalités. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé les externalités, hein. Ça a été notamment théorisé par un économiste anglais qui s'appelle Pigou. Donc, si vous tapez externalité sur Google, vous allez trouver des pages et des pages listant les externalités. Il y en a plein, hein. Qu'est-ce qu'il y Après, a d'autre comme il y a des question? questions sur la compensation carbone. Alors, je tiens à Ouais, préciser, je ne l'ai pas précisé, on ne prend pas du tout en compte la compensation carbone dans notre calcul, hein. Comme nous dit le GIEC, il faut déjà d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre en absolu. Et puis après, pour les 10% restants, là, on peut partir de la compensation. Pour l'instant, pour nous, ce n'est pas un sujet, on ne s'y intéresse pas. Voilà, donc il n'y a pas de prise en compte des compensations carbone dans le et modèle. Donc, Alain l'a très bien dit, hein. Effectivement, voilà. priorité à la baisse des émissions. Si c'est pour voir les arbres partir en fumée, malheureusement, ça se multiplie. C'est pas forcément la bonne piste. En tout cas, tout de suite, c'est résiduel. C'est quand on n'a pas pu réduire les émissions de CO2, marginalement, on peut planter des arbres. Mais ça ne doit pas être le premier geste. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question pour Il vous, y Ferdinand? avait une idée aussi d'indiquer, est-ce qu'on va faire évoluer notre indicateur avec la mise en place de la CSRD?
ou en créer un nouveau pour évaluer la cohérence des provisions pour risque dont le principe devient obligatoire. Alors, on va pas faire évoluer notre indicateur par rapport à la mise en, enfin, à le modèle pur, c'est-à-dire le score carbone, évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on a notre logiciel. À l'intérieur de tout ça, oui, on essaye justement de décomposer un petit peu ce score, de regarder justement les risques que ça peut avoir selon différents scénarios. On essaye justement avec notre site internet, voilà, de vraiment regarder en intérieur les différents risques. Aujourd'hui, notre risque carbone, on va dire que c'est un peu le risque maximum qui pèse sur les entreprises, mais encore, il y a des gens qui pensent que le prix du carbone qu'on utilise est trop faible, hein, donc ça pourrait être encore plus élevé. Mais non, on n'a pas l'intention, on n'a pas l'intention de le changer. On va le faire évoluer, oui. On essaie de réfléchir justement à cette idée de Scope 4, hein, qui est aussi qui est aussi un aspect qui permet aussi de réduire les risques, hein, au niveau des entreprises, parce que si on vend des produits qui permettent de réduire l'empreinte carbone des autres, ça peut aussi avoir un impact positif. Donc voilà, donc on travaille dessus évidemment, mais pour l'instant, on pense que notre outil est un bon début par rapport à la mise en place de la SCSRD, hein, parce que quand on a regardé, hein, l'Excel de l'EFRAG qui a été envoyé, il parle justement de monétiser en euros les tonnes de CO2, il parle de tout ça, et après, oui, il parle aussi de mettre en avant les actifs qui seraient à risque, hein, les actifs qu'on appelle ça échoués, ben ça aussi, hein, sur le site, c'est possible de le mettre en avant. Si on met des produits, on met en avant des produits sur notre site, on remplit de leur empreinte carbone, on voit finalement que celui-ci est très exposé demain. Alors après, nous, on est vraiment sur les risques de transition, pas les risques physiques. Et là, il y en a encore aussi d'autres. Voilà. Mais je pense que vous répondez bien à la question de Céline, hein, c'était Céline Crestin Oui. qui posait la question. Je pense même on peut dire que la facture carbone est une provision pour risque à part entière. Un risque maximum, comme vient de le dire Ferdinand, c'est sur toute la chaîne de valeur, puisqu'il y a les scopes 1 à 3. Mais voilà, c'est pas incongru de penser que la facture carbone est en soi une provision pour risque. Et comme le dit parfaitement Ferdinand, c'est bien ce qui est un peu implicite dans la feuille de l'EFRAG, là, hein. Et qui a conduit d'ailleurs Getlink à prendre la présentation qui a été la sienne dans son DU, effectivement, l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur donc la Oui. compensation, on en a parlé. Très juste, merci, nous dit Céline. Oui, merci Céline. On n'est pas éloigné de votre préoccupation. Il y a une question, est-ce que l'EBITDA décarboné peut nous amener à faire évoluer les modèles d'évaluation type MEDAF? C'est Jean-Jacques qui nous pose la question. Conféré Total, aujourd'hui la prime de risque carbone n'est pas pénalisante dans les modèles. Alors oui, c'est vrai, ces modèles sont largement utilisés. Ils ont plein d'hypothèses, hein, comme tous les modèles. Celle-ci n'est pas intégrée, ce qui est peut-être un problème. En tout cas, nous, on pense que ça l'est. J'aurais tendance à dire que si vous prenez un EBITDA ajusté du carbone et que vous l'actualisez quelque part, vous répondez à la question. Si vous prenez qu'un EBITDA tout court, effectivement, vous ne tenez pas compte de ça. C'est des questions qu'on se posait encore pas plus tard qu'hier soir avec Ferdinand et toute l'équipe sur cette fameuse prime de risque. Je pense que là aussi, un peu comme ce qu'on disait avec Céline, le score carbone est une prime de risque à lui tout seul. C'est-à-dire qu'un bon score carbone devrait diminuer la prime de risque ou un mauvais l'augmenter et par de la même baisser ou améliorer la valorisation. Donc, c'est pas compliqué, hein. C'est vrai qu'on est parti de l'EBITDA ajusté, mais vous avez compris qu'on pourrait prendre n'importe quel KPI financier, pratiquement, et le corriger d'une facture carbone d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire évoluer les modèles le MEDAF, c'est quand même les années 70, hein, donc je pense que c'est une page qu'on pourrait écrire, une nouvelle, avec ce risque carbone, d'autant plus que les boîtes reconnaissent ce risque. Il y a également, je dirais presque la philosophie comptable, hein, l'ISSB, qui va dans ce sens-là. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, hein. Ça changerait d'ailleurs beaucoup. C'est d'ailleurs, quand on fait ça, l'indice qu'on a construit de Vérité 40, là, comme l'a dit déjà Ferdinand, il y a la moitié des boîtes qui disparaissent parce qu'effectivement, il n'y a plus d'EBITDA. Donc, alors c'est du risque instantané, c'est du risque maximum. Les boîtes n'ont pas fondamentalement à payer les émissions de CO2 du fournisseur, mais si le fournisseur doit les payer et qu'il n'a pas la santé financière pour le faire, si le fabricant se retrouve sans pare-brise,
peut-être qu'on va peut-être pas accepter d'avoir des voitures sans pare-brise, hein, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions que les gens voudraient poser oralement? Et je n'en vois plus là dans le chat. On a une question sur, pardon, j'ai interrompu quelqu'un. Non, non, vas-y, c'est moi. Tu peux Ouais. répondre à la question. Il y a une question qui demande comment performe ce Vérité 440 aujourd'hui. Bah, en fait, on se rend compte que aujourd'hui, la bourse, en tout cas l'année dernière, n'a pas vraiment pris en compte, ne prend toujours pas en compte ce risque. C'est clair et net, même si on arrive en excluant les entreprises enfin, pas en excluant, on n'exclut rien, hein, c'est que les entreprises qui ne sont pas capables de payer, on a envie de dire, on se rend compte que il y a pas, il y a on peut réduire en reprenant une pondération assez simple du CAC 40 sur la capitalisation boursière, hein. On prend le Vérité 40 et on fait une capitalisation par capitalisation boursière. On se rend compte que le Vérité 40 performe quasiment aussi bien que le CAC 40, en tout cas depuis le mois de septembre. On constate vraiment une performance assez similaire où on va dire qu'on a 0,5% de retard sur l'indice. Donc, on est très, très proche. Donc, oui, aujourd'hui, il est possible d'investir et ça, c'est sûr qu'en tant que financier, on essaie de le faire comprendre aux gens que c'est important aussi, avec ces investissements, d'investir dans des entreprises justement qui sont viables dans un monde où le carbone aura un prix, aura un impact. Et Est-ce qu'on peut voilà. rajouter, Ferdinand, c'est parce que je Oui. vois que Jean-Jacques est très précis, il comprend tout. On a même on a monté un produit financier sur le Vérité 40 pour nos clients qui ont eu un peu les mêmes révélations que Jean-Jacques là. Et donc, effectivement, on a un produit, on a plusieurs millions d'euros, une dizaine de millions d'euros qui sont investis sur cette stratégie, qui requiert quand même beaucoup d'attention, notamment sur le poids des valeurs. Parce qu'il ne vous échappera pas qu'aujourd'hui, il y a une énorme concentration dans les marchés. Aux États-Unis, j'en parle pas, sur les Nvidia, les Apple, etc. Et en France, c'est aussi vrai, notamment avec les valeurs de luxe. Donc, ça suppose de beaucoup travailler l'exposition et les poids qui sont donnés aux valeurs. Mais on arrive, comme l'a parfaitement dit Ferdinand, à suivre l'indice de manière tout à fait proche, avec un raisonnement qui est tout à fait simple et transparent, opposable. Généralement, quand on a des fonds ESG, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est tellement compliqué que c'est même inexplicable. Et même les fonds PAB, que nous on aime bien par ailleurs, on des limites. C'est-à-dire qu'on retrouve des banques dans les fonds PAB, un certain nombre de valeurs qui effectivement sont pas forcément. Enfin, nous ça nous gêne. Avoir une banque qui ne publie pas ces informations, donc à qui on met un score ND qu'on retrouve dans un certain nombre de fonds, c'est un peu difficile à expliquer. Donc, notre méthode qui est plus exigeante quelque part, hein, mais qui est aussi républicaine, c'est-à-dire qu'elle c'est la même pour tout le monde, par sa simplicité, si on fait très attention aux pondérations, on arrive à avoir des performances qui sont proches. Voilà. Alors Mario, quel est le delta, estimation malgré les ND, entre les bidas? Ah oui, ça c'est une bonne question. Combien de milliards ça représente? Ferdinand, il a la réponse, ça. Quel est le détail de cette mission? Vous voulez dire sur les banques? Non, 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 sur la masse des EBITDA du CAC 40, un EBITDA ajusté, ça fait combien en moins Ah, par en rapport moyenne, sur le CAC 40, ouais, faudrait en calculer moyenne, ça. on est pour 100 euros d'EBITDA dans le CAC Ouais, 40, ouais. on est autour de 110 euros de facture carbone. Ouais, Voilà. c'est même pas en moyenne, mais au total, en fait, si on devait tenir compte de la réalité Ouais. de l'empreinte carbone, à combien ça réduirait l'EBITDA consolidé de l'ensemble du CAC, malgré les ND, je sais on n'a pas les Ouais. chiffres pour les mais si on fait abstraction de ça. Bah, Ouais. c'est la moitié des entreprises qui ne sont pas qualifiées. Donc, le pourcentage exact de l'EBITDA, alors c'est vrai, par exemple, il y a des très gros EBITDA, un total, par exemple, un énorme EBITDA, il sort. Donc, c'est peut-être une entreprise sur deux, mais ça doit faire beaucoup plus que 50% des EBITDA. Ce qui est assez logique, puisqu'en plus, comme donc, il y a la moitié des boîtes qui sortent enfin, de ce qui est le CAC 40 au départ et qui ne sont plus dans le Vérité 40, on va en rechercher 20 plus petites. Et par définition, c'est 20 plus petits EBITDA. Voilà, donc c'est vrai qu'on va avoir plutôt tendance à faire sortir des gros EBITDA pour les remplacer par des plus petits. Donc c'est significatif. Mais le chiffre exact, c'est vrai qu'on ne l'a pas exprimé
Mais également. enfin, ouais, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait en moyenne que les boîtes du CAC 40 augmentent de 10% leur EBITDA, à toutes les boîtes, enfin, que la globalité augmente de 10%, mais le problème, c'est que ça, pour qu'ils puissent aujourd'hui passer en légèrement positif, hein, déjà revenir à zéro. C'est ça enfin, c'est les seuls chiffres qu'on a actuellement, donc il faudrait que toute boîte augmente de 10% son résultat. Mais ça, Ferdinand, Sans je augmenter sa facture carbone à côté, ce qui n'est pas forcément ouais, ouais, évident. ouais, ouais. Mais je pense que Jean-Jacques là et Mario viennent de nous donner l'idée du webinaire du mois de mai, où on présentera ce placement financier, la vérité 40. Je pense que ça peut être intéressant, parce on a quand même pas mal de recul. Le produit a été lancé dans sa première version en décembre 2022. Et donc, on serait ravis, effectivement, vous de parler de ça. On a fait également une étude qui est disponible, comme l'a dit Amandine, sur le blog d'Axilia, sur l'impact qu'aurait cette tarification du carbone sur un portefeuille européen. Donc, l'étude, elle a déjà été faite, elle est sur le blog. Mais comme il y a pas mal de questions, effectivement, on pourrait tout à fait faire Bah, un sujet C'est, là-dessus. c'est, oui, au mois de mai, il y a même il y a la sortie du Vérité 40, où là, on Oui, donnera c'est les vrai, chiffres, évidemment, du CAC 40. c'est Donc, vrai. on vous Ah, invitera évidemment à notre événement où on parlera aussi de l'impact du CAC 40 en tant que ouais. tel, en termes d'externalités négatives liées au carbone. Et Alors, très bonne ouais. transition, parce que je vois qu'il est quand même très vite, donc on va laisser nos amis. Pour vous dire que le mois prochain, il y aura donc un autre webinaire avec la directrice RSE de Thermador Holding, qui s'appelle Caroline Desplat. Je pense que ça sera extrêmement intéressant. Thermador Holding, in fine, au bout du bout de la chaîne de valeur, travaille avec 800 usines dans le monde. Donc Caroline se retrouve avec l'exercice extrêmement ambitieux d'avoir à récolter de la data carbone et des facteurs d'émission, comme dit Alain, sur des 800 fournisseurs quelque part. Donc elle va nous expliquer comment elle se sort ou pas, mais je pense qu'elle s'en sort à la connaissance de ce travail. Donc ça sera le mois prochain. Il y aura une annonce sur LinkedIn. Amandine, vous avez la date déjà en tête? Non, c'est toujours... Alors, je vais la retrouver pendant que Voilà. Et vous... puis, comme l'a déjà dit Ferdinand, en attendant qu'Amandine nous donne la date, le 28 mai, on fait notre soirée Vérité 40, donc on dévoilera la quatrième composition de cet indice. Il y aura plein d'invités, des entreprises qui pratiquent le score carbone, le Vérité 40, etc. Bon, voilà. Et donc, on vous encouragera à vous inscrire. Donc, ça sera à partir de 18h30 le 28 mai. Et Amandine, vous avez trouvé la date du prochain? Oui, c'est bon. Le prochain webinaire, ce sera le 20 mars, le mercredi 20 mars de midi à 13h sur le même créneau. Et je vous enverrai Voilà. l'invitation sur Voilà. la base des Voilà. inscrits. Donc, ça sera avec Caroline Desplat de Thermador. Voilà, bah écoutez, on en a terminé. On est parti du bilan carbone pour aller au score carbone, mais tout ça pour vous montrer que c'est exigeant tout ça, puis il ne faut pas hésiter à creuser de nouvelles pistes. Voilà. On remercie tout le monde. Merci Alain, donc de ta présence. Donc Alain, il travaille chez Covivance, est un des experts conseillers carbone, je crois, hein. On cherchait le mot exact. Voilà, donc, et on vous fera passer les présentations qui ont été montrées aujourd'hui. Voilà. On vous souhaite un très bon appétit et on vous dit donc au mois prochain, le 20 mars, mars, oui, c'est ça, comme Oui. l'a dit Amandine. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir et Merci, au merci. revoir. Très bonne fin de journée. À bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.